Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la même collection. Dans la même collection. Illustration de couverture. Portrait de l'impératrice Joséphine. Copyright Bibliothèque Paul Marmottan, Ville de Boulogne-Billancourt, Académie des Beaux-Arts, France Bridgman Images. Liste des auteurs. Liste des auteurs. Jacques-Olivier Boudon, professeur d'histoire de la Révolution et de l'Empire à l'Université Paris-Sorbonne et président de l'Institut Napoléon. Bernard Chevalier, conservateur général honoraire du patrimoine, ancien directeur du Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. Camille Duclerc, archiviste paléographe, conservateur du patrimoine aux Archives de France. Amaury Lefébure, conservateur général du patrimoine, directeur du Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. Alain Pougeteux, conservateur en chef au Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. Marie-Pierre Ray, professeure d'histoire russe et soviétique, directrice du Centre de recherche en histoire des Slaves à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Isabelle Tamizier TOIS, conservateur en chef du patrimoine au Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. Lionel Trani, professeur certifié d'histoire-géographie. Charles-Éloi Vial, archiviste paléographe, docteur en histoire de l'Université Paris-Sorbonne, conservateur des manuscrits modernes et contemporains au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Introduction, par Jacques-Olivier Boudon. Il était naturel que le troisième colloque organisé par la ville de Rueil en 2014 soit consacré à l'impératrice Joséphine dont on célébrait alors le bicentenaire de la mort, et que soit associé à sa préparation, à côté de l'Institut Napoléon, le château de la Malmaison qui fut sa demeure et où sa mémoire est encore si présente. C'est du reste aux différents conservateurs de Malmaison que l'on doit depuis une cinquantaine d'années le renouveau remarquable des études consacrées à la première épouse de Napoléon, si longtemps décriée dans l'historiographie, et qui porta longtemps le poids des critiques formulées par Frédéric Masson dans l'œuvre monumentale qu'il lui avait consacrée. La connaissance de Rose Tacher de la Pagerie a largement bénéficié de la redécouverte et de la publication d'une partie de ses papiers. Au début des années 1980, Chantal de Tourtier-Bonazzi, conservatrice aux Archives nationales, et Jean Tullard offraient au public une édition complète des lettres écrites par Napoléon à Joséphine, ce qui fit regretter à contrario la destruction de la quasi-totalité des missives que Joséphine avait écrites à son mari. Le ton et la teneur de ces lettres, malgré les vicissitudes du temps, en disent long sur la relation entre ces deux personnages qui ont incarné pendant près de 10 ans ensemble le sommet de l'État. La publication 15 ans plus tard des lettres conservées de Joséphine, notamment adressées à ses enfants, a encore accru la connaissance que l'on pouvait avoir de l'intimité de l'impératrice et favorisé une nouvelle approche du personnage. Mais au-delà des écrits qu'elle a laissés, Joséphine se laisse approcher grâce aux lieux qu'elle a habités, à commencer par le château de Malmaison, et par les objets qu'elle a possédés, que ce soit meubles, livres, bijoux ou vaisselle. Les efforts patients des conservateurs de Malmaison pour reconstituer son environnement ont contribué à redessiner l'image qu'elle avait laissée, en montrant sa grande culture comme son goût pour les arts, y compris floraux, loin de l'image de la femme frivole et dépensière si souvent décrite. Certes, Joséphine n'a pas eu sous le Consulat et l'Empire un rôle politique qui lui aurait permis d'influer sur les décisions prises, même si on lui a prêté sans doute à tort une influence sur la décision de rétablir l'esclavage en 1802. Elle a certes pu intervenir en faveur d'émigrés souhaitant être radiés des listes de proscrits, de même que dans la nomination de telle ou telle personnalité. On songe à Jean Chanorier, nommé administrateur de la caisse d'amortissement. Il avait rencontré Joséphine pendant la Terreur, et lui conseilla plus tard d'acheter Malmaison. Mais son action ne va guère au-delà dans le domaine décisionnel. En revanche, très tôt, en fait dès la campagne d'Italie, lorsque Bonaparte s'installe à Montbello, elle est dotée d'un rôle de représentation qu'elle remplit à merveille aussi bien aux Tuileries, à Saint-Cloud, dans les divers palais impériaux qu'en voyage. Ce n'est pas un hasard si Napoléon a voulu immortaliser l'image de Joséphine impératrice, en la plaçant au centre du tableau du Sacre de David. Couronnée par Napoléon,
Elle apparaît certes en position subalterne, au pied de l'empereur, mais bien présente au cœur d'une monarchie héréditaire dont la création vise à doter la dynastie d'un héritier, faisant de fait de l'épouse du chef de l'État un personnage central puisque responsable de la transmission du pouvoir. C'est du reste parce qu'elle n'est pas parvenue à remplir cette fonction, qu'elle est répudiée en 1809 sans que cessent les liens entre les deux ex-époux. En témoigne la dernière lettre que Napoléon écrit à Joséphine pour lui confier ses projets et lui dire son amertume. Elle reste une confidente dans les moments de doute, et sa mort affectera particulièrement Napoléon arrivé depuis peu sur l'île d'Elbe. Les contributions aujourd'hui publiées visent à faire mieux connaître des aspects méconnus de l'histoire de l'impératrice, saisie dans ses origines créoles, El Trani, son goût pour les livres, C.H. Vial, son rôle de souveraine particulièrement au cours des voyages impériaux, J.O. Boudon. Elle est également évoquée dans son rôle de grand-mère, prompte à s'appuyer sur ses deux enfants Hortense et Eugène, pour favoriser l'union des clans Beauharnais et Bonaparte, c'est du clair. Le lien étroit qui l'unit à ses enfants se retrouve du reste au cours du printemps 1814 dans la relation inattendue entretenue avec le tsar Alexandre, Monsieur Perret. Mais la redécouverte de Joséphine passe aussi par une meilleure connaissance de la mémoire entretenue à son propos, que ce soit par l'historiographie ou la peinture, à Pouchetou, ou par la récréation du cadre dans lequel elle avait vécu, à l'époque du Second Empire quand Napoléon s'emploie à reconstituer la Malmaison telle que l'avait connue sa grand-mère, Itamisier-Vétois, et surtout au XXe siècle quand le château devient musée, à Lefébure et Béchevalier. La recherche est toujours vivante et les promesses de nouvelles publications de sources sur Joséphine laissent augurer de nouvelles découvertes concernant une figure de l'histoire napoléonienne désormais, et à juste titre, en pleine lumière. Il reste à remercier la mairie de Rueil pour sa persévérance à favoriser l'organisation de colloques de qualité et de permettre leur publication, ce qui permet d'en offrir le fruit au public le plus large. Les tachères de la pagerie, itinéraire d'une famille impériale en Martinique de 1802 à 1809 par Lionel Trani. Pendant longtemps, l'histoire de la Martinique durant le Consulat et le Premier Empire a fait l'objet de très peu de recherches et était très peu connue du grand public. Pourtant, l'actualité dénote d'un intérêt profond du public pour l'histoire de Joséphine et de sa famille restée en Martinique. Dès les années 1970, l'image de l'impératrice Joséphine se ternit, et un désamour se fait ressentir surtout dans les départements d'outre-mer. Il est de coutume d'entendre que le rétablissement de l'esclavage est dû à Joséphine. Elle aurait selon l'opinion publique demandé à Napoléon de rétablir l'esclavage pour permettre à sa famille de s'enrichir par le biais de son domaine de la pagerie, situé aux Trois-Îlets. En septembre 1991, la tête de la statue de l'impératrice trônant au milieu de la place de Fort-de-France disparaît lors d'un acte de vandalisme. Les auteurs inconnus lui ont fait subir le sort de la guillotine et ont appliqué de la peinture rouge symbole du sang au niveau de son cou. Ce geste voulait rappeler le fait qu'elle y a échappé de justesse durant la Révolution. Cet acte est révélateur de l'image nouvelle d'un personnage de l'histoire et du ressenti d'une partie des Martiniquais. Aujourd'hui, la statue a retrouvé sa tête et elle est encore en l'état. La critique d'une histoire officielle et coloniale incite de nombreuses associations, des personnalités politiques comme Aimé Césaire et des partis politiques ultramarins à dénoncer le passé esclavagiste aux Antilles. Les années 1990 à 2000 voient l'émergence des études historiques portant sur la question coloniale durant la Révolution française et le Premier Empire, notamment avec les travaux d'Yves Bénaud, de Bernard Guénaud et de Frédéric Régent. Ces travaux universitaires tentent également de répondre à une demande mémorielle importante des Antilles, comme de l'océan Indien. Toutefois, le sujet reste très mal interprété. Malgré la commémoration du 10 mai et la reconnaissance nationale grâce à la loi Taubira de l'esclavage comme crime contre l'humanité à laquelle la France s'est livrée du XVIIe au XIXe siècle, l'histoire coloniale demeure encore très méconnue par l'ensemble de nos concitoyens de métropole et d'outre-mer. Par ailleurs, la grève générale en Guadeloupe et en Martinique de janvier à avril 2009 a révélé de très importantes tensions sociales dans la société antillaise, encore non résolues en 2015, ainsi que le retour dans la société d'un racisme primaire présent dans les médias et réseaux sociaux.
Cet article cherche à comprendre les rapports entre le nouveau pouvoir colonial et la famille Tacher de la Pagerie de 1802 à 1809, s'inscrivant dans un contexte historique spécifique. L'accent est mis sur le contexte en métropole et aux Antilles, afin de bien concevoir l'état d'esprit de l'époque. D'ailleurs, l'utilisation de termes péjoratifs tels que nègre, blanc, métis, mulâtre s'inscrit dans un vocabulaire propre aux colonies du XVIIIe siècle. C'est dans cet esprit que Napoléon et son épouse souhaitent cimenter l'attachement de la Martinique à la nation. Des membres de la famille de Joséphine sont restés sur l'île depuis son départ en 1790. L'empire de Napoléon décrété et proclamé en 1804 permet à Joséphine de Beauharnais de devenir impératrice. Cet événement rattache sa famille à la destinée de l'Empire, et également la Martinique à la France. Le retour français en Martinique, entre réjouissance et crainte des élites blanches. Depuis l'arrivée au pouvoir de Bonaparte en 1799, la question de l'espace colonial est au cœur des débats politiques et économiques. Tout d'abord, la nouvelle constitution du 22 Frimaire en 13 décembre 1799, réglant la fin de la Révolution met fin à l'isonomie législative concernant les territoires d'outre-mer qui a été mise en place sous le Directoire avec la loi de départementalisation du 1er janvier 1798. Article 91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales. Les lois spéciales restent à redéfinir et permettent au lobby colonial hérité du club Massiac de repositionner directement les causes pro-esclavagistes et négrières. Bonaparte envisage de rétablir un empire colonial occidental à partir de l'Amérique du Nord. Le rêve américain, ou le lac américain, semble être possible avec les traités de paix permettant au premier consul de renouer avec les colonies occidentales. En juillet 1802, le préfet colonial Bertin débarque en Martinique. Dans ce contexte, le premier consul est encouragé à abolir le décret du 16 Pluviose de l'an 2, par des avis tranchés tels que ceux de Cambacérès, avocat des planteurs, Denis Descresses, ou bien d'encore Villaret de Joyeuse. Les colonies de Sainte-Lucie, Tobago et la Martinique sont depuis 1794 occupées par les Britanniques. La société coloniale d'Ancien Régime a été conservée. Le premier consul Bonaparte, entouré des lobbies coloniaux au sein desquels Descresses est très actif, reste prudent quant à l'attachement patriotique de la Martinique à la France du consulat. Profitant des préliminaires de Londres signés avec l'Angleterre en octobre 1801, il décide de rétablir la souveraineté française à Saint-Domingue et en Guadeloupe. En réalité, pour Saint-Domingue, il s'agit de supprimer l'influence politique et diplomatique du général et gouverneur Toussaint Louverture. Ces expéditions militaires ont donc pour objectif de rétablir l'ordre. Mais entre-temps, la décision de rétablir et de maintenir l'esclavage est adoptée. La loi du 30 Floréal an 10 renforce le pouvoir des colons. Le rétablissement de l'ordre public en Guadeloupe et à Saint-Domingue donne lieu à des combats meurtriers qui se solderont par une défaite militaire des troupes de France en décembre 1803 à Saint-Domingue tandis que la Guadeloupe retombera dans les fers de l'esclavage dès l'été 1802. Le 18 Brumaire en 9 novembre 1801, la Gazette de la Martinique fait paraître l'annonce de la déclaration de la future paix entre la France et l'Angleterre, déclarant la cessation des hostilités tant par mer que par terre convenues entre la dite Majesté et la République française avec injonction de s'y conformer. Le retour de l'administration française n'est qu'une question de mois. Les nouvelles arrivant d'Europe ne rassurent pas les colons, et cela malgré le retour d'un lobby colonial en leur faveur. La réaction des créoles ne se fait pas attendre. S'ensuit l'envoi de rapports, d'observations faites par des habitants de la colonie à l'attention du consulat, de rapports s'intitulant « Mémoires et projets à la Martinique, moyen de faire renaître la tranquillité et le bonheur dans l'abondance dans nos colonies », daté du 25 février 1802 et celui rédigé le 5 mars 1802, premier mémoire sur les moyens d'un nouveau système colonial, vont renforcer les arguments pro-esclavagistes et les inquiétudes des propriétaires d'esclaves. Ces deux mémoires sont rédigés pour réaffirmer l'unité blanche contre la menace colorée. Le système de l'esclavage ne peut être appliqué qu'à la colonie. L'exemple de Saint-Domingue illustre les propos des planteurs sur les actes de barbarie commis par les anciens esclaves.
La critique faite sur la légalisation de la liberté donnée aux hommes de couleur permet de dénoncer les conséquences dramatiques du nègre en politique, qui ravage la richesse et assassine le blanc. La République ne symbolise que terreur, désordre, anarchie et malheur pour le colon. La méfiance est donc totale. La baronne Tachère de la Pagerie, tante de Joséphine, correspond avec un de ses fils Charles habitant à Paris en novembre 1802. Elle demande à son fils de renforcer les liens avec le premier consul et de lui parle, souvent de nous et de notre pauvre colonie et dans le cas de se plaindre, car notre capitaine général Villaret et grand-juge sont des bonnes personnes, le préfet colonial Bertin aussi, mais il est mal entouré. Elle termine sa lettre en rappelant l'importance du mariage de Joséphine et de Bonaparte, et également le soutien que portent les colons à Bonaparte. À notre digne consul Bonaparte, qui a la bonté de dire que la Martinique est l'anneau de son petit doigt. Oui, tous les colons le portent dans leur cœur et ont sans cesse des louanges à la bouche. Le 20 janvier 1802, le Conseil souverain et le Conseil privé de la Martinique réunissant les personnalités politiques influentes de l'île décident d'envoyer Louis-François Dubuc en métropole. Il est chargé par les colons de représenter leurs intérêts auprès du premier consul. La Martinique semble constituer à ce jour une exception dans le fait d'avoir envoyé un député chargé de défendre l'intérêt des planteurs et de la société esclavagiste. Louis-François Dubuc, porte-parole des propriétaires de la Martinique. Louis-François Dubuc ou Dubuc fils a été à la tête du Parti des planteurs de la Martinique avant de devenir administrateur de la Martinique en mai 1794, à l'issue du traité de Whitehall dont il fut l'un des signataires. Ce traité a permis de favoriser la prise de l'île par les forces armées britanniques, contre le décret d'émancipation des esclaves dans les colonies françaises. Dubuc fils confirme les allégeances qui devra être prêtées au roi d'Angleterre par les officiers de justice et tous les habitants, dans la Gazette de la Martinique, parue le 12 avril 1794. Le 24 mai 1794, Louis-François Dubuc est nommé administrateur général de la Martinique. Il s'oppose à la proclamation des commissaires Victor Hugues et Lebas, aux citoyens de la Martinique et autres Antilles, pour les inviter à se rallier à la République, le 27 mai 1795. Le 15 août 1795, il devient membre du Conseil privé des colonies anglaises. Il est remplacé en 1796 par Sir Robert Shore Milne. La Martinique recouvre un calme relatif sous le contrôle britannique, qui permet la poursuite de l'économie de plantation avec l'esclavage et du commerce des esclaves, avec près de 20 000 personnes importées par les Britanniques durant la période 1794 à 1802. Il a une réelle influence auprès des élites, et entretient de nombreuses relations avec l'administration britannique. Il est également l'homme d'influence pour les colons qui voient en lui le garant de leur pouvoir face au pouvoir consulaire. De plus, la famille de la Pagerie et des Dubuc ont des liens de solidarité propres aux familles blanches de l'île. Joséphine de Beauharnais intervient en faveur de Dubuc fils, dès l'annonce du choix du Conseil souverain de la Martinique en janvier 1802. D'ailleurs, lors d'un échange avec son conseiller d'État, le premier consul tiendra des propos bienveillants à son égard suite à sa trahison en 1794. On m'a bien écrit que c'était un ami des Anglais. Et, bien si j'eusse été à la Martinique, j'aurais été pour les Anglais parce que avant tout ils sauvaient sa vie. Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Quant au ministre de la Marine et des Colonies, il reste méfiant et a sans doute fait des remontrances à Dubuc quant à son attitude durant la Révolution. Joséphine a fait jouer son réseau pour défendre la position de ce créole natif de la Martinique. Il faut également rappeler que Joséphine se préoccupe de la position de sa mère, restée en Martinique. Comment l'élite coloniale perçoit-elle son union avec le chef du gouvernement français depuis 1796 ? Son influence sur Bonaparte est certaine pour la disgrâce de Dubuc. Néanmoins, le premier consul ne souhaite pas rencontrer le député martiniquais. En mars 1803, le gouvernement rétablit les chambres d'agriculture dans les colonies occidentales et orientales, qui se voient dotées chacune de 5 membres élus parmi les propriétaires de plantations. Ces membres élisent un député extérieur à la chambre d'agriculture, sur proposition du gouvernement. La chambre d'agriculture de Martinique reconduit Louis-François Dubuc déjà présent à Paris comme député.
Joséphine de Beauharnais intervient une nouvelle fois en faveur de Dubuc fils, en présentant l'intéressé au château de Saint-Cloud en mai 1804 à Napoléon. Louis-François Dubuc rentre en grâce, et il est même admis à toucher les appointements qui lui avaient été accordés par la colonie. En décembre 1804, il est à la tête de la députation créole présente à Paris afin de féliciter au nom des Martiniquais l'empereur et l'impératrice. Pérenniser la société créole d'Ancien Régime. Le 17 Messidor en 7 juillet 1802, le préfet colonial et conseiller d'État Bertin débarque dans la rade du port de Fort-Royal. Le capitaine général Villaret de Joyeuse, quant à lui, arrivera en septembre. Le futur capitaine général revient à peine de son expédition de Saint-Domingue. À l'arrivée du nouveau chef de l'administration civile, les troupes britanniques du gouverneur Keppel sont toujours présentes dans la colonie. Les administrateurs français prennent conscience de la tâche très délicate qui leur incombe, réoccuper l'espace politique et militaire de la colonie. Le 23 septembre 1802, Villaret de Joyeuse fait état de l'urgence de rattacher au plus vite les Martiniquais à la France. 8 ans d'une domination étrangère ont fait contracter ici les habitudes, des opinions, même des erreurs qu'il en va de la sagesse et de la dignité du gouvernement de rectifier par des communications fréquentes, qui répandront des idées saines et qui entretiendront la confiance et la sécurité. Le changement de l'administration coloniale est opéré par l'arrêté du 10 prairial en 10, mettant fin au système bicéphale de l'Ancien Régime. Elle modifie et chamboule la pratique ancienne du pouvoir local des élites. Le Conseil souverain et les sénéchaussées de Fort-de-France, de Saint-Pierre et de Trinité sont les cours de justice de la colonie. Cette nouvelle organisation de la vie politique de la Martinique va être un moyen pour la famille Tacher de la Pagerie de revenir sur le devant de la scène, de renforcer ses alliances et son statut de famille impériale au sein de l'élite blanche de l'île. Elle va se révéler être un soutien important pour le pouvoir napoléonien, qui cherche toujours à redorer l'image de la France aux yeux des créoles qui sont en proie aux idées issues de la Révolution et de l'abolition de l'esclavage. La famille Tacher de la Pagerie, son histoire entre 1730 et 1766. Gaspard Joseph Tacher de la Pagerie, chevalier et seigneur de la Pagerie, part en Martinique en 1726 et quitte l'Orléanais pour faire fortune. À son arrivée, il travaille pour un planteur de la paroisse de Sainte-Marie comme engagé. Son ascension sociale et économique est difficile en Martinique, même si le Conseil souverain de Saint-Pierre enregistre son acte de noblesse en 1745. Il avait déposé son statut en 1730, 4 ans après son arrivée sur l'île. Il rencontre à une soirée réunissant planteurs, négociants de la Martinique, Marie-Françoise Bourreau de la Chevalerie. Cette jeune fille est issue d'une puissante famille de la colonie. En effet, cette famille prospère dans le domaine du sucre avec sa plantation du Prêcheur. Elle accueille favorablement Gaspard Joseph Tacher de la Pagerie, issu de la noblesse. Le mariage entre Gaspard Joseph et Marie-Françoise est célébré le 10 août 1734 dans la paroisse du Carbet. Cette union va permettre d'asseoir sa position au sein des autres familles créoles comme les Levasseur, les Diel du Parquet. 5 enfants naîtront de cette union. Mais les penchants de Gaspard Joseph pour les adultères, notamment avec des femmes dites de couleur, et les pertes d'argent, provoquent une confiscation de la dot du mariage. Il perd alors ses terrains de la paroisse du Carbet. La famille s'installe à Fort-Royal, qui est le centre militaire de la colonie. Son fils aîné, également prénommé Joseph Gaspard de Tacher de la Pagerie, quitte la Martinique pour la France en 1751. Il fait des études militaires comme beaucoup de jeunes créoles. Il revient sous-lieutenant dans la compagnie franche de la marine, détaché à la Martinique. Il rentre en Martinique et s'installe à Fort-Royal. En 1757, il reçoit la promotion de lieutenant des canonniers de la Martinique. Il est ensuite transféré pour servir dans la compagnie du chevalier Pelletier en Guadeloupe et défendre les colonies contre les attaques répétées des troupes britanniques durant la guerre de 7 ans, 1756 à 1763. La Martinique tombe aux mains des Britanniques jusqu'en 1763, période de la signature du traité de Paris. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.